Ce PEB est devenu en fait un challenge, un défi. Aujourd'hui, quand on construit ou quand on rénove, on se dit ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour obtenir un bon label PEB? La première chose à laquelle il faut penser, c'est l'isolation. Dans un deuxième temps, comment je vais chauffer ma maison, comment je vais produire de l'eau chaude, comment je vais ventiler ma maison aussi. Tous ces facteurs entrent en jeu dans la certification PEB. Une maison doit être étanche. Il y a des maisons qui peuvent être bien isolées et on sent le froid quand il y a du vent, c'est parce qu'elle n'est pas étanche. Tout ce qui est enduit sur les murs, la maçonnerie, et puis aussi tout ce qui est par vapeur, donc ce qu'on va mettre pour protéger les isolants, mais aussi pour empêcher l'air de circuler entre l'intérieur et l'extérieur. La checklist en 5 ou 10 étapes quand tu rentres dans un bien pour faire un certificat. On rentre, on dit bonjour. Bonjour. Deuxième chose. Hey, salut à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Imo Passion. Aujourd'hui, on va parler de PEB, de performance énergétique et comment passer d'un PEB G à un PEB B. Simple et logique, baguette magique. Thibaut va nous le dire tout de suite. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Bonjour Fabio. Ben voilà, moi je suis en pleine forme et super content d'être là parce que c'est super rare en fait d'aborder ce sujet sur les chaînes. Et je défie d'ailleurs l'audience à trouver un seul podcast où on parle de PEB. Alors moi j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. C'est peut-être pas le sujet le plus sexy aussi en même temps. En tout cas, en Wallonie, en Belgique, j'en ai pas trouvé. Et c'est ce qui m'a réellement motivé de faire ce podcast avec toi. En plus de ta bonne énergie, en plus de tes conseils précieux, de ton expertise, ton savoir-faire, j'avais vraiment envie de partager ces pépites avec l'audience. Donc j'espère que vous êtes prêts, vous êtes accrochés. Thibaut, explique-nous un petit peu qui tu es, ton parcours, d'où tu viens et finalement ce que tu fais aujourd'hui avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Voilà, donc je m'appelle Thibaut et en fait, j'ai longtemps habité à Bruxelles. Et à Bruxelles, en fait, l'immobilier, vous le savez, hein, c'est un peu mort. C'est difficile, c'est compliqué d'investir à Bruxelles. Et on le voit un peu comme une impossibilité. Et en fait, le fruit du hasard a fait que, voilà, avec un de mes anciens travails, j'ai emménagé à Mons, donc dans la province du Hainaut. Et là, j'ai vu, waouh, en fait... ici, il y a moyen, on peut faire les choses. Et donc, j'ai acheté mon premier bien en 2021, que j'ai rénové avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, mais je n'y connaissais à l'époque absolument rien. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé tout de suite, ça m'a attiré la rénovation énergétique au PEB. Et en fait, ce sujet, il m'a tellement passionné que pendant même le chantier, je me suis lancé en même temps je me suis lancé en même temps dans la certification PEB. Et c'est là que voilà, j'ai vu des étoiles partout. Et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui et dans lequel je pense rester encore pour longtemps. Excellent. Donc déjà, on ressent cette passion pour ce que tu fais aujourd'hui. On voit que tu aimes ça. Donc, tu es de Bruxelles, tu veux investir, tu vas acheter un bien immobilier. Tu te rends compte qu'à Bruxelles, c'est presque inaccessible. Tu viens dans le Hainaut, tu achètes sur Mons, tu vis du coup maintenant à Mons. Dans la période de tes travaux, tu t'es découvert, si on peut dire ça comme ça, un intérêt en tout cas pour les performances énergétiques. Et tu t'es formé donc dans ce domaine-là, c'est ça? Tout à fait. Ok. Alors, je me suis aussi dit, allez, quitte à faire ces travaux, autant vraiment bien les faire, voir les choses sur le long terme. On dépense déjà beaucoup d'argent, mais pourquoi ne pas en dépenser un peu plus pour se dire, en fait, ce sera la maison du futur. Dans le futur, elle sera toujours à jour, dans le sens que toutes les autres maisons autour devront se battre pour arriver à ce niveau-là. Du coup, la première question qui me vient en tête à te poser, c'est quel label tu as sur ta maison? Alors, on est sur du B, ouais. On va arriver sur du A, et moi je vise le A+. C'est vrai? Ouais, et je pense que je vais y arriver. Ouais. Avec ou sans panneaux solaires? Les panneaux solaires ont beaucoup aidé, évidemment, voilà, tu sais très bien. C'est ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est quoi un PEB? Alors, ça c'est le gros souci d'aujourd'hui. En fait, il y a plein de contraintes qui vont arriver dans les années à venir. On va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Mais il y a plein de contraintes. Et en fait, j'avais pris l'exemple, hein, c'est comme si on vous disait maintenant, on va limiter à 100 km/h la vitesse sur l'autoroute. 100 km/h sur l'autoroute. Et en fait, personne ne sait c'est quoi 1 km/h. Le compteur, tout le monde en a un, mais en fait, c'est pas très fiable. On a chaque fois des mesures un peu différentes. La certification PEB, on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. Donc,
Qu'est-ce que le PEB? Donc aujourd'hui, je vais vous le dire, je vais vous le détailler un peu plus et on va essayer de démystifier en fait ce qui se cache derrière ce label. Tout le monde sait ce que c'est. Le PEB, c'est un label, c'est une lettre de A à G qui évalue la performance énergétique de votre maison. Mais si on creuse un peu plus loin, en fait, ce sont des données, ce sont des mesures, ce sont des preuves aussi. Et donc, le label que vous pouvez voir sur votre certificat, en fait, c'est une consommation. Ce sont des kilowattheures par mètre carré par an. Et alors, attention, les kilowattheures, ce n'est pas du tout ce que vous allez retrouver sur votre compteur électrique, compteur gaz. Ce sont des kilowattheures théoriques. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, c'est un peu plus clair. Un peu. Ok, et du coup, on sait que, voilà, on visualise cette image de PEB où ça va du vert jusqu'au rouge, donc du A+, Ouais. jusqu'au G. Finalement, maintenant on a compris ce que c'est qu'un PEB. En tout cas, on va rentrer encore un peu plus en détail. Il y a des bons PEB. On parle de A, A+, on parle de mauvais PEB. D, FG. voilà, Ouais. c'est ça, G, donc EFG. c'est ça, EFG, si je reviens sur mon alphabet. Du coup, c'est vrai qu'on en parlait en off juste avant. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à hier, on faisait un PEB lorsqu'on voulait mettre une maison en vente, un bien immobilier, même un appartement en vente ou en location. Il y a cette obligation de PEB qui est arrivée. Je ne sais plus en quelle année que c'est arrivé cette obligation. Tu sais ça, cette info ou pas? Non. Dis-moi, bon, c'est pas grave, c'est un détail. C'est il y a plus de 10 ans en tout cas. Voilà, donc Ouais. il y a cette obligation de fournir un certificat PEB. Donc finalement, on faisait du PEB juste parce qu'il fallait le faire sans vraiment savoir à quoi ça allait servir. Parce que la vérité, il fallait juste fournir un PEB aujourd'hui chez le notaire quand on vend un bien, mais très peu d'impact sur le résultat, qu'il soit A, B, G, peu importe, ça n'avait aucune incidence, aucune influence. Oui, en tout fait. à fait. Aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsqu'on veut acheter un bien, que ce soit un appartement, que ce soit une maison, la banque, elle va, je pense en tout cas, définir... En fait, le label qu'on va obtenir sur son bien va influencer le taux d'intérêt et va aussi influencer la décision de la banque de vous prêter ou pas de l'argent pour cet achat. Donc aujourd'hui, on est confronté à une situation où il est devenu, ce PEB est devenu en fait un challenge. C'est devenu vraiment un défi. Aujourd'hui, quand on construit ou quand on rénove, on se dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour obtenir un bon label PEB? Parce qu'on est conscient que au plus le label il sera bon, au plus j'aurai facile. En fait, ça devient un argument. Aujourd'hui, le PEB, c'est un argument. Oui, tout à fait. Donc, on pourrait même dire, je pense que tu as des statistiques et tu vas pouvoir en parler, que un bon label PEB, c'est X% de plus-value sur le bien de votre immobilier. Alors ouais, tout à fait. Donc, tu as parlé d'abord des intérêts, des taux d'intérêt au niveau des banques. Et ça, en fait, c'est un frein pour l'acheteur, mais aussi un frein pour le vendeur. C'est-à-dire que, imaginons, je vends une maison, si j'ai un mauvais PEB, le risque, c'est que la banque oblige le futur acheteur à emprunter un montant supérieur pour faire des travaux, pour qu'il arrive à un bon label. Et donc, en fait, le prêt est refusé parce qu'il n'a pas la capacité d'emprunt. D'accord. Donc, même quand je vends une maison, c'est important d'avoir un bon label si je veux la vendre rapidement et à un bon prix. Tu parlais de statistiques, c'est très difficile à établir, parce qu'évidemment, le prix de l'immobilier, on sait que c'est quelque chose de très flou. Il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu, il y a plein de facteurs. Et donc, si on enlève tous les facteurs et qu'on garde que le PEB, c'est difficile d'avoir un montant. Mais il y a quand même des études comparatives qui ont été faites, notamment par Realo. Et on montre qu'avec un certificat de E à D, si on passe à A ou B, on a une plus-value d'à peu près 15%. Ce qui est énorme en vrai. Ce qui est énorme. Par exemple, qu'est-ce qui peut influencer? Quels sont les éléments, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ou qui hésitent encore, quels sont les éléments dans une maison, dans un appartement, qui peuvent influencer le label du PEB? Alors, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'isolation. Ça, tout le monde le sait. L'isolation de sa toiture, parce que la majorité les premières pertes, les plus grosses pertes de la maison se font au niveau de la toiture. Et la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est l'isolation au niveau de la cave. Je ne parle pas tout de suite des façades, parce que isoler des façades, ça peut être plus complexe, ça peut demander des travaux beaucoup plus importants, mais isoler une cave, c'est très simple en fait. C'est très simple et c'est très, très vite des gains importants au niveau du PEB et au niveau des économies d'énergie, il faut aussi en parler.
Donc, isoler sa maison, isoler sa toiture, sa cave, et puis voir au niveau de la façade si on va faire plus une isolation par l'extérieur, par l'intérieur, en tenant compte des coûts de la rénovation, et puis aussi d'autres facteurs comme est-ce que j'ai beaucoup d'espace dans ma maison? Est-ce que je peux isoler par l'intérieur et me permettre de perdre 10 des mètres carrés de chaque côté, ouais. Ouais, parfois plus. Hein. Ou est-ce que j'ai plutôt isolé par l'extérieur? Est-ce que j'ai des autorisations pour isoler par l'extérieur? Est-ce que ma façade n'est pas protégée? Est-ce que ma façade n'est pas sur la route? Je ne peux pas dépasser de 20 cm sur le trottoir pour isoler cette façade. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais il faut d'abord réfléchir à cette isolation. Et puis, dans un deuxième temps, seulement au système. Donc, comment je vais chauffer ma maison? Comment je vais produire de l'eau chaude? Est-ce que je vais produire de l'énergie par des systèmes de panneaux solaires? Comment je vais ventiler ma maison aussi? Et donc, tous ces facteurs entrent en jeu dans la certification PEB. Ok. Donc, on retient dans ce que tu viens de dire que la première chose à laquelle il faut penser, c'est la couverture de son habitation, donc la toiture. Et quelque chose qu'on peut tous faire, c'est, en tout cas presque tous faire quand on a des combles, c'est isoler par l'intérieur la toiture. Ouais, en fait, je reviens en arrière. Hein. La toute première chose qu'on peut faire, c'est d'abord bien choisir ses biens. Bien sûr. Donc, d'un coup d'œil, en fait, on peut déjà se dire, j'arrive devant une maison, est-ce que c'est une 2 façades? Est-ce que c'est une 3 façades? 3 façades, j'ai toute une façade en plus à isoler. Combien ça va me coûter? 50, 100, 150 euros du mètre carré. Est-ce qu'elle est vraiment intéressante, cette maison? Parce que ça, on n'en a pas encore discuté, hein, mais d'ici 2026, c'est bientôt, c'est dans 2 ans, il y aura une obligation de rénover une maison qu'on vient d'acquérir pour arriver au label D. Donc, c'est-à-dire, imagine, tu achètes une maison à partir de juillet 2026, tu auras 5 ans pour qu'elle arrive à D. Sans ça, tu ne pourras pas la mettre en location. Ok. Donc, le PEB, ce ne sera plus une indication, mais ce sera plus une obligation. En fait, tout le monde sera forcé de rénover sa maison. Label D en 2026, quid de 2030? Eh bien, ça va faire que monter. C'est ça. J'ai les dates sur un petit papier dans la poche, hein, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais en fait, au plus les années passent, c'est prévu. Il y a un programme déjà qui est établi. Et là, je parle bien pour la Wallonie. Les programmes sont différents en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Il y a un programme qui est établi d'objectifs que les propriétaires devront atteindre s'ils achètent une maison à partir de telle date. Et pour 2026, ce sera PEBD. C'est pour ça qu'on ne blague pas avec le PEB. Par contre, il y a un truc qui m'a interpellé. Tu as parlé de maisons 2 façades, 3 façades, 4 façades. Alors, finalement, est-ce qu'une maison 3 façades, demain, aura plus de valeur qu'une maison mitoyenne 2 façades? Parce que, jusqu'à aujourd'hui, moi, en tout cas, une maison 4 façades, ça vend du rêve. Ouais. Une maison 3 façades, c'est sympa. Mais là, tu es en train de me dire que une maison 3 façades aura presque moins de valeur si on en tient compte de cette isolation et de tout ça qu'une maison 2 façades mitoyenne. Ouais, c'est pas qu'elle aura moins de valeur, mais c'est surtout qu'une maison 2 façades sera beaucoup plus intéressante dans le cadre d'une rénovation énergétique parce qu'elle va coûter beaucoup moins cher. Et donc, si je suis forcé à arriver à D, je vais y arriver beaucoup plus facilement avec une 2 façades qu'avec une 3 façades. Expliquons pourquoi. On peut parler juste avant, on peut parler des immeubles à appartements. Parce que c'est un cas super intéressant. Ouais. Donc, j'ai fait pas mal de PEB dans des immeubles à appartements et on voit une différence énorme entre les appartements. En fait, c'est toujours la même règle. Les appartements qui sont tout au-dessus ou tout en dessous ont un mauvais label, ou un moins bon label en tout cas, que ceux qui sont intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de parois en contact avec l'extérieur dans les appartements qui sont au rez-de-chaussée ou au dernier étage. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que de base, un appart au rez-de-chaussée ou un appart au dernier étage est plus demandé, a plus de valeur. Mais finalement, ce sont les typologies de biens intermédiaires. Oui. C'est les typologies de biens qui vont coûter le plus cher et qui auront de moins bonnes performances. Expliquons pourquoi. Moi, je connais la réponse, mais je vais te la laisser la dire. Pourquoi est-ce qu'un appartement qui est au milieu, je veux dire au 2e ou au 3e étage d'un immeuble à 5 ou 6 étages, aura une meilleure performance énergétique? Pour quelle raison? Simplement, en fait, en certification PEB, on ne tient pas compte des mitoyens chauffés. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un voisin et que voilà, c'est une habitation qu'elle est chauffée, en fait, moi, en tant que certificateur, je ne vais même pas aller mesurer cette paroi, je ne vais même pas aller regarder sa composition, parce que c'est chauffé des deux côtés, donc il n'y a pas de perte d'énergie. Donc, on a un voisin à gauche, on a un voisin à droite, ils chauffent leur habitation, donc automatiquement, je suis entre les deux.
Donc, il m'amène de la chaleur indirectement. Il m'amène des murs chauds. Voilà, enfin, on considère même que c'est pas que c'est plus chaud, mais c'est la même température des deux côtés, et du coup, il n'y a pas de transfert de chaleur. Pareil derrière. Et donc, un appartement qui a qu'une seule façade, c'est très simple d'avoir un bon score. Et parfois, j'ai fait des certificats PEB où on arrive à la lettre C pour des appartements qui datent des années 70 et qui n'ont pas été rénovés. Avec du simple vitrage. Simplement parce que voilà, on n'a que des mitoyens. Avec du simple vitrage dans un appartement comme ça, tu peux arriver à du B ou du C? Là, il faut voir, ça dépend d'autres facteurs. Il faut voir, mais c'est possible. C'est possible. Donc, on retient que une maison mitoyenne où on a un voisin à gauche, un voisin à droite, qui chauffent leur maison naturellement, on est entre les deux, donc on aura moins de déperdition. Parce qu'en fait, c'est la déperdition. Donc, on a une déperdition sur les baies vitrées qui vont donner vers le jardin, sur les portes et les fenêtres qui vont donner côté rue. Un appartement, on aura juste une déperdition sur le côté fenêtre, finalement, qui donne donc les baies vitrées, etc. Donc, on aura d'office des meilleures performances avec cette typologie de biens. Maintenant, donc ça, c'est déjà une bonne information à retenir. Et alors, il faut faire attention aux copropriétés aussi. Donc, tout à l'heure, j'ai eu l'appel d'une dame. Elle voulait savoir comment elle pouvait augmenter son score. Elle voulait refaire un certificat. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que c'est Bruxelles. Pourquoi c'est différent? Seulement en Wallonie. Oui, ce sont des règles totalement différentes. Et même des agréments, des formations totalement différentes. Donc, un certificateur PEB de Bruxelles peut pas venir exercer en Wallonie? Sauf s'il passe l'examen en Wallonie. Non, sinon il ne pourra pas. Et est-ce qu'un certificateur, il peut avoir plusieurs examens? S'il fait les examens, exceller dans différentes communes? Oui, ça, il le peut. Ok, très bien. Mais donc, on retient que si on habite dans le Hainaut, il ne faut pas appeler quelqu'un qui est sur Bruxelles. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. En tout cas, autant prendre quelqu'un de la région. Et voilà. D'accord. Et tiens, comment est-ce qu'on peut définir si un certificateur, il est bon ou s'il est moins bon? Je veux dire, moi, je ne m'y connais pas. Voilà, demain, je dois mettre mon bien à vendre. Je dois faire appel à un certificateur. J'ai vraiment envie d'avoir un bon score parce que je suis conscient que mon acheteur va avoir des facilités si j'ai un bon score. Comment je peux choisir un bon certificateur d'un mauvais? Alors là, tu le sais, tu as participé à ma conférence et tu le sais, j'ai défini 3 personnages. Ouais. Tu te rappelles de ces 3 personnages? Absolument. Donc en fait, dans le protocole, nous, on doit suivre un protocole. Voilà, c'est quelque chose d'assez strict qu'on doit suivre. Il y a des tas de règles qu'on doit connaître et qu'on doit suivre. Et en fait, il y a 3 types d'indications. En fait, il y a 3 types de règles qui sont d'abord les règles qu'on doit suivre. On n'a pas le choix, on doit les suivre. Le certificateur n'a pas le choix, il doit les suivre pour faire son travail. Il y a aussi les recommandations. Et donc ça, ce sont des choses qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas, il doit justifier. Et ensuite, il y a les indications. Les indications, c'est des choses qu'il peut faire, mais n'est pas obligé de le faire. On va donner des exemples concrets après. Et donc, oui, on va donner des exemples parce que ça, c'est super important pour bien choisir son certificateur. Okay. Donc, comme exemple d'indication, si tu veux qu'on aille directement dessus, hein, donc des choses que le certificateur doit absolument faire, donc ça, c'est une obligation, c'est de donner le document du déroulement de la certification. Et donc, c'est un document qui explique toutes les preuves que le client peut fournir pour prouver qu'il y a un isolant dans sa toiture, pour prouver qu'il a installé un système de chauffage performant, etc. Dans les indications, par contre, dans ce qu'il peut faire, mais qu'il n'est pas obligé de faire, c'est aller rechercher ses preuves lui-même. Et donc, il y a plusieurs types de certificateurs, comme je dis. Il y a d'abord celui qui est négligent. Lui, il n'a rien fait, en fait. Il vient chez vous un peu comme ça et il va prendre quelques mesures, il va très vite partir. J'aime pas dénigrer les autres certificateurs, loin de là, mais parfois j'ai entendu des choses assez choquantes du genre, voilà, on cherche un nouveau certificateur parce que le précédent, en fait, il nous a rien dit, il est passé 15 minutes sur place, il nous a donné un score, il nous a rien expliqué et on n'est pas d'accord avec ce score et on n'a pas de retour. Donc ça arrive assez fréquemment. Et alors, donc, ça c'est le négligent. On a un deuxième profil, c'est le juste. Le juste, il vient à l'heure, il fait son taf, il envoie le document de déroulement de la certification, il attend les preuves, il n'a rien reçu, tant pis en fait. Il a reçu quelque chose, tant mieux, il en prend compte, il fait correctement ses mesures, etc. Et il sort un score. Et la troisième catégorie, et c'est sur base de ça que je base mes activités, en fait, c'est le certificateur optimiseur. Ça, c'est celui qui va tout faire pour que son client ait la meilleure note possible. C'est-à-dire, je vais venir sur place. Je vais déjà envoyer le document de déroulement, venir sur place, passer du temps avec le client.
Je dis, ben, si on visitait la maison ensemble, dites-moi ce qu'il y a derrière quelle paroi et tout ça. Vous n'avez pas de preuve, c'est pas grave, on va trouver une preuve. J'ai une caméra dans la voiture, on va enlever des spots. Avec une caméra endoscopique, on peut aller voir dans des petites fentes s'il y a réellement un isolant. Et donc, c'est toutes des photos qui vont constituer un dossier pendant même la visite avec le client. Ok. Ensuite, quand je pars, je rentre chez moi, j'encode tout et je vois, ben, tiens, est-ce qu'on n'est pas proche d'une lettre supérieure? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin? Ok, je rappelle le client. Monsieur, si vous me donnez le rendement de votre chaudière, si vous trouvez l'information, il est possible qu'on arrive à un score supérieur. Si on faisait l'effort de chercher ça, allez fouiller dans votre cave, retourner toute la maison, trouvez-le. On va monter d'un score, vous allez gagner de l'argent, vous allez vendre votre maison plus vite. Et donc ça, c'est l'optimisation du certificat. C'est là-dedans que tu te classes. Et c'est là-dedans que je me classe. Ok, donc c'est tellement puissant parce qu'effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de réaliser de très nombreux certificats PEB. Il n'y a jamais personne qui est venu avec une caméra et avec un appareil photo. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, effectivement, c'est vrai que souvent, quand c'est des vieilles bâtisses, on n'a pas les factures, on n'a pas les DIU, on n'a pas les fiches techniques de ce qui a été fait dans le temps. Donc, Ouais. c'est compliqué de savoir à combien de centimètres est isolée ma sous-toiture. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il y a entre les murs extérieurs et les murs intérieurs. Toi, tu as des pratiques, finalement, que les certificateurs de la 3e catégorie, les A-players, moi, je vais les appeler. En plus, les A-players, parce qu'on veut chercher un A, mais toi, tu appelles ça les optimisateurs. Donne-nous quelques autres indications que tu es capable de faire. Donc, tu as dit, voilà... Je vais te donner un exemple, le plus bête que je connaisse. Raconte-nous une anecdote. L'exemple le plus simple possible. Un client qui me rappelle. Je suis pas d'accord. En fait, c'était un monsieur qui avait le temps d'explorer toute la certification PEB. Quand je suis arrivé sur place, il connaissait toutes les règles par cœur. Alors qu'il n'est absolument pas certificateur, mais il connaissait tout. Et il m'a dit, je suis pas d'accord, les mesures du certificateur précédent n'étaient pas correctes. Ok, très bien, on remesure tout ensemble, on regarde. Et en fait, j'arrive au même résultat que le certificateur précédent. J'arrive au même résultat. Donc, il avait raison. Le certificateur précédent avait raison. Et alors, j'arrive quand même, je regarde le certificat et je dis, mais par contre, on va faire un tour ensemble de votre maison. Et là, il commence à me parler. Il me dit, ouais, j'ai pas eu l'occasion de parler, en fait, de discuter avec le certificateur précédent parce qu'il m'a pas laissé l'occasion, simplement. Et donc là, il m'explique, cette porte est isolée. Ok, cette porte est isolée, on voit pas l'isolant. C'est pas grave, on va chercher. Je fais le tour de la porte, je me plie en 4, je regarde dans tous les coins. Non, j'arrive pas à prouver. Et finalement, c'est dans le trou de la serrure que j'ai pu voir qu'il y avait un isolant en polystyrène dans le trou de la serrure. Dans le trou de la serrure, carrément, et comme de la porte, alors. Ouais. Voilà, et comme c'est une porte qui mène sur un grenier, c'est une paroi de déperdition et j'ai pu le valoriser dans le certificat PEB. Donc là, Et alors, plus gros que ça, c'est ce qui a tout changé, en fait, ce qui lui a permis de passer de D à C. Devine. Vas-y, dis-moi ce que c'était. Le truc le plus simple que tu puisses imaginer. Tu as parlé de l'isolation en cave ou l'isolation sous toiture, donc je dirais la sous toiture. Eh bien, c'est même pas ça. En fait, c'est la date de construction de la maison. La date de la construction de la maison, pourquoi? À partir des années 75, 80, et là, je sens toutes les personnes qui écoutent, qui vont sortir leur certificat, qui vont vérifier s'il y a bien la date qui est encodée. Si c'est avant 75, ça ne change rien. Mais après 75, 80, en fait, les méthodes de construction sont d'office meilleures que les maisons qui sont beaucoup plus anciennes. Et donc, le logiciel accorde des valeurs plus favorables pour ces maisons. Et en encodant l'année 1980 quelque chose pour ce client, en un coup, le label est passé à un niveau supérieur, le client était super content. Ah, mais ça, c'est ouf, parce qu'en fait, donc rappelle-nous l'année, tu dis, plus ou moins? À partir des années 75, j'ai pas l'année précise, mais je sais qu'il y a un impact. Donc, si ma maison, elle a été construite après 1975, c'est une info importante à communiquer au certificateur qui vous posera pas la question de manière générale. Et ça peut faire changer d'une lettre, en fait. Tout à fait. Mais c'est tellement incroyable parce qu'effectivement, si tu me le dis pas, je le sais pas. Et on me l'a jamais dit. Donc, ouais, ok, incroyable. Ça, c'est un bon hack aussi, une bonne astuce. Tout à l'heure, tu parlais de l'isolation en cave. Oui. Pour ceux qui ne savent pas comment on peut isoler une cave, on va leur expliquer, parce qu'on est là pour apporter de la valeur. Est-ce qu'on isole une cave par le sol de la cave ou par le plafond de la cave?
Les deux sont possibles. Les deux sont On possibles. peut faire les deux, mais par contre, si on isole par le dessus, ben, en fait, il y a tout qui bouge dans la maison, puisqu'il faut remonter toutes les portes. Non, non, non. Quand je dis on va dans la cave et on isole le plafond de la cave, Oui. c'est ça que je veux dire. Donc c'est ça qu'il faut faire. Ah, tu parlais du sol de la cave. Ouais. Ah oui, ok, non, ça je le voyais. Non, non, non. Je l'envisageais tellement pas que... Voilà. Non, non, non. Donc, quand on isole une cave, c'est bien le plafond de la cave qu'il faut isoler. D'accord. Parce que c'est elle la paroi de déperdition, en fait. Donc, l'air chaud qui est dans la maison, qui est dans le salon, qui est au rez-de-chaussée, en fait, est en contact avec l'air froid qui se trouve dans la cave. Mhm. Il est moins froid que l'air extérieur, mais il est quand même froid. Souvent, c'est des caves qui sont humides ou qui sont en tout cas fraîches. Et donc, là, tu conseillerais de faire de la projection de mousse PU, par exemple. Par exemple, donc c'est une méthode qui est très utilisée parce que, voilà, en fait, c'est des travaux qui sont très rapides. Il n'y a aucune finition à faire si, voilà, Ouais. si on est sur une cave qui a pas une valeur... Pour faire des plafonds voilà. et tout ça, quoi. Voilà, il ne faut pas refaire de plafond, on projette l'isolant, ça se fait en quelques heures, et puis en fait, on a instantanément une maison qui est beaucoup plus performante, en fait, parce que la paroi vers la cave, c'est une paroi où il y a beaucoup de pertes. Donc, ouais, donc, après le moment où il y a une maison avec une cave, on est plus susceptible d'avoir un mauvais label qu'une maison sans cave. Ou ça n'a pas Oui, vraiment donc si on est sur sol, automatiquement, on a un meilleur label, parce que le sol apporte une petite isolation, c'est Ok. pas non plus, ça vaut pas un isolant, mais par contre, une cave avec isolation sera toujours mieux qu'une Combien maison de sur sol. centimètres de mousse projetée tu conseilles de mettre sur le plafond d'une cave? En général, aujourd'hui, on est autour de 12-14 Je cm. pose cette question parce que si par exemple tu dis que mettre 10 ou 17 cm de mousse au plafond, ça change pas, ça changera pas la norme, bah autant savoir qu'il est bon de mettre juste 10 cm, ça coûtera moins cher à faire. Ok. Tu vois? Donc là c'est aussi, tu poses une très bonne question, hein, parce qu'il y a beaucoup de clients qui... moi, je me base beaucoup sur le PEB pour répondre aux questions, mais il faut aussi faut séparer la théorie de la pratique et de se dire qu'en pratique, j'ai envie d'avoir une maison qui est confortable. Si c'est des locataires, j'ai envie qu'ils s'y sentent bien pour qu'ils restent longtemps. Et donc, tous ces facteurs aussi entrent en jeu. Par exemple, donc je dis ça parce qu'en certification PEB, l'épaisseur de l'isolant n'aura plus énormément d'impact au-dessus de... Enfin, je ne vais pas donner un nombre de centimètres parce que ça dépend de l'isolant qu'on va placer, mais l'épaisseur aura plus beaucoup d'impact. Le plus important, c'est est-ce que c'est isolé ou pas. Donc, Ok. c'est une très fine épaisseur. Et ouais, la, là, on laine va de, quand même, la laine de roche, la avoir laine de toutes verre, VS, la mousse, est-ce que ça a un impact significatif sur le label du PEB ou pas? Donc, si je mets, si sur le plafond de ma cave, je mets de la laine de roche, enfin, de la laine de verre, je ne sais pas si c'est verre ou de roche, de 10 ou de 14 cm, VS de la mousse, donc, ou de la mousse, est-ce que ça a une différence ou pas? Est-ce que c'est mieux de mettre de la mousse ou finalement, parce que la laine coûte beaucoup moins cher, tout le monde peut le faire. La mousse, il faut appeler un spécialiste. Moi, je ne sais pas approcher de la mousse. Il faut des machines. Par contre, mettre des profils en métal stuc et mettre de la laine de verre ou de la laine de roche sur mes plafonds de ma cave, tout le monde peut le faire. Est-ce que il y aura une différence? Parce que voilà, si je t'appelle demain pour faire mon certificat et je te dis, voilà, dans ma cave, regarde, j'ai mis de la mousse de 10 cm, c'est une chose. Et si je te dis, par contre, voilà, Thibaut, j'ai mis des profils et j'ai simplement mis de la laine isolante de 14 cm. Oula. Donc, ça, c'est une question d'abord à poser à un professionnel parce qu'il y a des différences. Donc, il n'y a pas que l'isolation qui va jouer. Il y a d'autres différences, notamment dans une cave, on est dans un milieu qui peut être humide. Et donc, la laine de verre, c'est peut-être pas top. Par contre, en toiture, voilà, ça peut se faire sans problème. Ouais. Et alors, il faut voir aussi au niveau de l'épaisseur. Par exemple, si j'ai une cave qui est pas très haute, mais que je veux quand même utiliser, par exemple, je mets ma machine à laver dedans, il faut savoir que la mousse PU donc, sera beaucoup plus performante. On va pouvoir mettre une plus petite épaisseur pour arriver à la même valeur d'isolation, comparé à la laine de verre qui peut prendre vite beaucoup de place. Tu parles de machine à laver. Effectivement, on retrouve souvent des buanderies en cave. Est-ce que le fait d'avoir une machine et une buanderie en cave peut avoir un impact sur le certificat ou pas? Alors là, c'est une très très bonne question. Encore une fois. Ah, mais c'est le but. Encore une fois. Le but, c'est de poser des bonnes questions. Ça envoie de la chaleur. Ouais. Ça envoie de l'air chaud. Donc, en fait, le souci, ce qu'on appelle le volume protégé de la maison, c'est le volume que vous décidez de protéger contre les pertes de chaleur. Alors, il y a un tas de règles pour définir, le certificateur a un tas de règles en tête pour définir si une pièce ou pas sera incluse dans le volume protégé. Okay. Et ça peut tout changer pour le client. Okay. Donc, par exemple, imaginons, votre maison, elle est super bien isolée, mais par contre, vous n'avez pas isolé le garage, mais vous avez mis un radiateur dedans. Okay. Le garage va rentrer dans le volume protégé, et comme toutes les parois du garage ne sont pas isolées, c'est là qu'on va perdre beaucoup de points.
Et donc, là, c'est avoir vraiment... Et c'est un service aussi que je propose à mes clients, c'est réfléchir dès la conception. Comment optimiser le certificat PEB dès la conception avec le client. On le fait en audit et on le fait en mini-audit. Et alors, est-ce que tu as d'autres techniques que tu utilises en tant que A-player, A-certificateur, certificateur optimisateur, pour aller chercher des meilleures performances encore? Est-ce qu'il y a des techniques que tu utilises que les autres certificateurs classiques ou lambda ne font pas? Alors, ça dépend. Donc, j'ai des astuces à tous les niveaux. Donc, si on part de très bas, il y a des astuces très simples, comme on en discutait, d'aller chercher la date de la maison. Aller chercher, ça, c'est tout ce qui est basique. L'étanchéité, par exemple. Une fois qu'on commence à être bloqué dans les scores, qu'on se dit, tiens, là, je suis déjà bien haut, qu'est-ce que je peux faire? Là, on propose aux clients de faire un test d'étanchéité. L'étanchéité de maison, tu vois un peu ce que c'est ou... Explique comme ça, pour ceux qui savent Donc, pas. En fait, une maison doit être étanche. Si on veut... l'isolation d'une maison, c'est un peu comme un pull, un gros pull de laine. Et en fait, quand on porte un gros pull de laine et qu'on se balade dehors en hiver et qu'il y a un bon coup de vent, on sent quand même le vent à travers et c'est pas agréable. Donc, il faut le kawaii, le coupe-vent, on l'appelle le coupe-vent, qui vient autour et qui empêche l'air froid de passer entre les mailles de son pull. En fait, pour une maison, c'est exactement pareil. Il y a des maisons qui peuvent être bien isolées et on sent le froid quand il y a du vent. On se dit, tiens, mais comment ça se fait qu'il y a le vent dans ma maison? C'est parce qu'elle n'est pas étanche. Qu'est-ce qui fait l'étanchéité d'une maison? C'est les finitions, donc le parachèvement plutôt. Donc d'abord tout ce qui est enduit sur les murs, la maçonnerie, et puis aussi tout ce qui est par vapeur, donc ce qu'on va mettre pour protéger les isolants, mais aussi pour empêcher l'air de circuler entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est l'étanchéité d'une maison. C'est un peu technique. Non, mais c'est un peu technique, mais c'est un sujet important. Tu l'as bien expliqué, ouais. Et donc, en fait, par défaut, dans le logiciel de certification, l'étanchéité, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Je peux vous donner la valeur, mais c'est pas important. Donc, la valeur de base, donc quand tu encodes un certificat dans ton logiciel, tu as un poste étanchéité que personne ne mesure, encore une fois. Qui sait quel est ça se calcule en quoi? En pourcentage? C'est quoi le degré? C'est des unités, c'est en mètres cubes par heure par mètre carré. Qui calcule les unités d'étanchéité de sa maison? Personne. Très peu de personnes. Voilà. En construction neuve, on le fait beaucoup. Oui, c'est une obligation quasiment. Quasiment. Mais en rénovation, en logement, maison, appartement de deuxième main, si je peux dire ça comme ça, d'occasion, il n'y a personne qui mesure l'étanchéité de son bien. Et tu es en train de dire qu'en fait, l'étanchéité, c'est une mention de base, donc une indication de base dans ton programme de certification. En fait, c'est une indication standard qui est mauvaise souvent. Une valeur par défaut, en fait. Une valeur par défaut. On appelle une valeur par défaut. Oui, tout à fait. Et donc, en faisant un test d'étanchéité, c'est simplement un technicien qui va venir chez vous avec une grande machine, une sorte de ventilateur qui va insuffler de l'air dans votre maison et qui va aussi aspirer de l'air dans votre maison et calculer les fuites d'air qu'il y a dans votre maison. Non seulement vous allez pouvoir savoir où se trouvent les fuites de votre maison, donc ça c'est intéressant pour vous, dire tiens, là je ne mettrai pas un petit joint de mastic pour combler ça, ou alors rajouter un pare-vapeur sur un isolant que j'ai oublié de mettre par exemple. Donc connaître les fuites de sa maison, mais en plus avoir la valeur exacte que le certificateur peut encoder. Et en fait, cet encodage peut avoir un impact assez important sur le certificat PEB. Et donc là, on parle bien d'améliorer le certificat PEB sans même faire de travaux. Très intéressant en achat-revente. Très intéressant quand on sera obligé de rénover pour arriver à un label D. Et donc, améliorer son certificat PEB, on peut le faire par plein de moyens sans même faire de travaux. En fait, voilà, moi je suis marchand de biens, je fais de l'achat-revente, j'achète une maison à rénover ou pas, on va dire sans rénovation, pour la vendre tout de suite, j'ai un PEB mauvais, donc on va dire un G par exemple, ou peu importe, j'ai un G, on va dire un G. Toi, tu es en train de me dire qu'en faisant un test d'étanchéité, en faisant un peu plus de recherche, année de construction de la maison, quelques mesures, aller sonder dans les cloisons, dans les faux plafonds, avec peut-être une scie cloche, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trouve comme isolant, avoir un peu plus d'indications plus précises que tu pourras encoder dans ton calcul en tant que certificateur, on va pouvoir... En fait, c'est ça la baguette magique. C'est d'aller chercher, de passer d'un G à un B ou à un C, donc passer du rouge au vert, sans faire de travaux, mais en travaillant avec une personne comme toi, un A-player, on le répète, qui va faire ces différents tests, en fait. C'est alors, ça. C'est quoi la baguette magique? Attention, parce que, en fait, ça dépend de la maison.
Si la maison a aucun isolant, que c'est une vieille Bien maison qui sûr, n'a jamais été on est rénovée, d'accord. on va pas réussir à optimiser les choses. Mais par contre, si c'est une maison dans laquelle le propriétaire a fait faire un certificat PEB, mais n'était pas là, il n'était pas présent pendant la visite, il a donné aucune indication au certificateur. Le certificateur, il est venu, il a rien vu malheureusement parce qu'il ne pouvait rien voir. Il va pas faire un trou sous sa propre responsabilité, il va pas faire un trou dans le mur. Hein. Non, ouais. Et en plus de ça, il n'y a pas de test d'étanchéité, il n'y a rien. En fait, d'office, on aura un certificat où vous les connaissez, ce genre de certificat, vous les connaissez tous. C'est un certificat où sur la première page, il est écrit pas de preuve, pas de preuve, pas de preuve, pas de preuve, pas de preuve. Label G. D'office. Et bien là, ça veut dire qu'on a une bonne base de travail et on se dit, bah, tiens, si j'allais chercher des preuves, peut-être que ma maison est isolée, si ma toiture est isolée, d'office, je vais passer de G à peut-être F, peut-être E. Ok, première étape, je vais regarder dans la cave, est-ce qu'il y a un isolant, je vais regarder dans les murs. Donc récemment, j'ai acheté une maison qui était isolée sur tous les murs et dans toute sa toiture. Dans le certificat, pas de preuve. Pas repris. Pas de preuve. Et donc j'ai découvert évidemment en allant sonder. En allant sonder, j'ai découvert que cette maison en fait était peut-être pas en label E, était peut-être un label supérieur. Et donc voilà, on a déjà gagné quelques points. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, de manière générale, on peut dire qu'un bien prend entre 5 et 15% en fonction de plus-value, en fonction de ce label aujourd'hui, parce qu'il est diverses raisons. Déjà, il est plus performant, puis il est plus facilement vendable. Donc, il y a peut-être des opportunités de business qui se font chez certains opportunistes qui peuvent aller chercher et chasser des maisons où il y a un réel potentiel, où on voit qu'il y a une bonne toiture, on voit qu'il y a des doubles vitrages, des châssis double vitrage, etc., où il y a un mauvais certificat G, et finalement, avec tes techniques, tests d'étanchéité, on va les sonder à gauche, on va les sonder à droite, on va améliorer le certificat, on va passer en B. Finalement, on peut faire des plus-values sans faire de travaux. C'est possible sur certains biens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire pour des personnes? Est-ce que tu as des histoires à raconter de ces exemples de cas précis, ou ça t'est jamais arrivé encore? Des clients qui font ça. Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai eu un client qui était sur un process d'achat-revente et qui a fait quelques légers travaux et qui m'a appelé pour optimiser son certificat PEB. Et on a pu passer, je pense à 2 lettres supérieures. Quand même. Grâce à mon passage, oui. Alors aussi, l'impact le plus fort en fait qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est pas dans le manque de preuves. C'est un peu triste à dire, ça devrait même pas exister. Mais un mauvais certificateur qui a fait un mauvais certificat parce que c'était si je reprends les 3 catégories, un négligent, hein, il a fait n'importe comment. Mais dans ce cas-là, d'office, on arrivera sur une très bonne note si la maison a tout ce qu'il faut pour. Et tiens, Thibaut, si maintenant, par exemple, tu viens pour faire un certificat d'une maison, d'un appartement, j'ai malheureusement plus aucune facture. Par contre, j'ai encore des photos de mes travaux, mais j'ai pas pensé à mettre un mètre sur l'isolant au moment où j'ai fait la photo. Et je t'ai dit, voilà, cette isolation-là, elle fait 16 cm, alors qu'en vérité, elle n'en fait que 10, par exemple. Est-ce que toi, sur base d'une photo, bon, tu sais pas vraiment vérifier avec exactitude, surtout quand c'est de la laine, c'est un petit peu extensible comme ça, donc c'est difficile de... Toi, on pourrait étendre, mettre le mètre, faire la photo, et en fait, parce que la laine, si on l'étend un petit peu, elle peut vite passer de 10 à 16 cm. Je fais ma photo à ce moment-là, tu vois. Et je te dis, voilà, mais même, premier exemple que j'étais en train de dire, j'ai pas de photo avec un mètre placé sur la taille de mon isolant, mais je te dis, écoute, voilà, vraiment, je te promets, j'ai mis 16 cm. Est-ce que tu peux tenir compte de ma parole? Malheureusement pas. Même si tu es mon meilleur ami, je le ferai pas parce que c'est beaucoup trop risqué pour moi. Donc, ce que je ferai par contre, c'est de chercher un maximum de preuves pour toi. Donc, dire, ben, tiens, regarde dans tes photos de chantier, il y a quelque chose? Non? Ben, tant pis, on fait un sondage, on va mesurer, on va se baser sur ta photo, mais si je ne garde que ta photo, en fait, je peux donner le type d'isolant, je peux pas donner son épaisseur, et je peux dire qu'il est présent. Et donc, dans ce cas-là, tu auras une valeur par défaut qui sera... On va perdre des points qui sera défavorable et qui risque parfois de te faire perdre beaucoup de points si c'est dans une toiture, par exemple. Ouais. Tu vois, l'isolation, donc projection de mousse au sol, ça se fait souvent maintenant qu'il y a du chauffage au sol, etc. Ouais. Mais c'est compliqué d'aller, si on n'a pas la facture, de déjà se rappeler combien on a mis et d'aller sonder. Typiquement, c'est impossible d'aller sonder
une isolation par le sol en dessous d'un carrelage ou d'un parquet? Donc, tu parlais de baguette magique. Il y a 2 baguettes magiques dans ce cas. Le premier, c'est l'entrepreneur. Hein. Donc, l'entrepreneur qui t'a fait la facture, tu peux toujours lui demander, lui dire, tiens, ta facture n'est pas assez complète pour le certificateur. Tu ne peux pas rajouter l'épaisseur que tu as mis dans le sol. Ouais. Et la deuxième baguette magique, ça, c'est génial pour plein de choses. C'est l'attestation de l'architecte. Donc, s'il y a eu un architecte sur le projet, lui peut attester de tous les isolants qui sont dans les parois et même des valeurs, les résistances thermiques des isolants, etc. Un vrai conseil, ce que je veux dire, c'est qu'un vrai conseil, lorsqu'on fait des travaux de rénovation dans une habitation, que ce soit maison ou un appartement, et qu'on soit les factures de l'entrepreneur, c'est de bien lui demander d'ajouter les typologies d'isolation qu'il a utilisées, les centimètres d'isolation, les matériaux, et non pas simplement une facture générale, travaux de rénovation et de parachèvement. C'est de lui demander de bien détailler avec exactitude ce qu'il a mis dans l'habitation. Ouais. Parce que ça va être une des preuves éligibles qu'on va pouvoir donner au certificateur pour la création de son certificat PEB. Tout à fait. Je vais peut-être un peu parler chinois pendant 20 secondes ici, mais pour un isolant, c'est quoi? C'est R, c'est la résistance thermique. On peut détailler avec lambda. Lambda, c'est la conductivité thermique de l'isolant et l'épaisseur de l'isolant. Donc ça, c'est 3 infos qu'il faut pour n'importe quel isolant que l'entrepreneur va placer. Donc il faut absolument exiger à l'entrepreneur d'écrire ces informations-là sur la facture. Voilà. Et pour tout ce qui est vitrage, c'est UG. Donc ça, c'est le U-glace, c'est la valeur isolante, on va dire la résistance. Non, c'est pas la résistance. Mais on peut dire la valeur d'isolation du vitrage et UW qui est la valeur d'isolation de la fenêtre. Et donc, vous demandez à l'entrepreneur de mettre ces infos dans la facture. Et même pour vous, d'ailleurs, vous achetez un vitrage, vous achetez un nouveau châssis. Je comprends pas comment on peut ne pas demander la performance de châssis ou de cet isolant. Ouais. Tu vois, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, entre guillemets. On va tenter le vice jusqu'au bout parce que imaginons, l'entrepreneur, c'est mon meilleur ami. Oui. Et je lui dis, tiens, mon cher meilleur ami, tu as fait des travaux dans mon appartement, tu as mis de l'isolation de 14, mais sur la facture, mets-moi que tu as mis de l'isolation de 20. S'il te plaît Thibaut, bonjour, merci pour le certificat, voilà la facture de mes travaux, on ne sait pas les vérifier parce qu'on ne va pas commencer à faire des trous dans les murs, mais sur ma facture, j'ai une isolation de 20. Là, tu n'as aucun moyen d'aller vérifier. Dans ce cas-là, j'ai pas de moyens, mais par contre, c'est l'entrepreneur qui prend le risque. Mais il prend quel risque? Imaginons un jour, tu vends cette maison, l'acheteur fait des travaux et il découvre, tiens, mais c'était pas 20 dans le certificat, vu que dans quelques années, ça aura beaucoup plus d'importance. Là, il pourrait porter plainte et essayer il pourrait voir un peu où a été le problème. Il va d'abord se retourner contre le certificateur qui va dire non, moi j'ai eu la facture et hop, ça retombe sur l'entrepreneur. Écoutez, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé, désolé, l'erreur est humaine, je me suis trompé dans l'intitulé de ma facture. Je vais jusque loin, je vais aller très loin aussi, mais ça se règle en justice. Alors après, c'est plus du ressort du certificateur. T'as répondu à la question. Tu fais bien, et on me pose souvent des questions, on m'en pose souvent des questions. Si je fais ça, moi je dis, vous faites ce que vous voulez, mais après c'est votre responsabilité et franchement ne prenez pas le risque on joue sur des montants importants. Ouais, ça sert à rien. Voilà. Vaut mieux bien faire ses travaux. Bien sûr, c'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Est-ce que tu as des anecdotes, des informations qui peuvent être utiles à l'audience qui nous écoute, qui nous regarde, par rapport à des visites que tu as faites, par rapport à... Mais j'avais celle de la date que j'ai déjà donnée. Ouais. C'était celle-là. Ah oui, la date, ça c'était tellement puissant. Non, je peux en retrouver d'autres. Non, mais déjà, l'histoire de la date, effectivement, c'est vraiment 1975, c'est ça? À partir de 1975. Moi, j'ai ma maison, elle a été faite en 1910, donc là, c'est mort. Par contre, j'ai des murs comme ça, parce que les vieilles maisons, par contre, les vieilles bâtisses, moi, j'habite dans une maison qui a été construite en 1910, j'ai la plaque dans la cave de l'architecte, mais on a des murs, la maison, elle est fraîche en été, chaude en hiver, tu vois. Est-ce que là, à un moment donné, tu tiens aussi compte de l'épaisseur des murs ou pas? L'épaisseur des murs compte, ça joue, mais contrairement, en fait, il y a plein de gens qui disent, mais mes murs sont épais, en fait, ma maison est bien isolée parce que j'ai des murs épais. C'est pas le cas, parce que on parlait tantôt des lambda de résistance thermique. La résistance thermique d'un mur, ça vaut rien. C'est moins qu'un tout petit isolant de laine de verre. Thibaut, la checklist en 5 ou 10 étapes, les 10 commandements, entre guillemets, quand tu rentres dans un bien pour faire un certificat, de 1 à 10 ou de point par point, c'est quoi les éléments que tu regardes en bullet list? Donc, on rentre, on dit bonjour. Bonjour. Deuxième chose, on commence à prendre les mesures. Et donc, c'est... on mesure quoi?
qu'est-ce qu'on mesure? On prend le volume protégé, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le volume qui est chauffé dans votre maison. Quoi, ouais. Et le plancher chauffé. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de kilowattheure par mètre carré. Donc, on prend la surface aussi. Ok. Ensuite, là, on va s'amuser. On va commencer à mesurer toutes les hauteurs, largeurs de chaque vitrage. Ok. Ce qu'on appelle donc les zones de déperdition, c'est ça? Voilà, exactement, pour distinguer les vitrages des parois. Okay. Et donc, on doit aussi décrire tout ça, dire c'est du simple, vitrage, bois, PVC, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à s'intéresser au système. Et donc, on va descendre souvent dans la cave. Alors, parfois, c'est un peu glauque, mais voilà, on n'a pas le choix, on doit y aller. On va dans cette cave et on regarde la chaudière. Est-ce qu'elle a une étiquette justement qui précise sa date? Plus elle est récente, au plus elle aura une valeur, un rendement élevé. On voit maintenant, chaque chaudière a son PUB, entre guillemets, son label. Ouais. Le label, l'écolabel, en fait, on va pas en tenir compte en certification, mais on va tenir compte de la date et du rendement si on le trouve. Et donc, ce qui est bien pour vous, si vous voulez améliorer votre score, c'est d'avoir tous les manuels, par exemple. Manuel de chaudière, paf, je le pose sur la chaudière et je le laisse là à vie. Si dans 10 ans, un certificateur passe, il va pouvoir retrouver le rendement dedans. Donc, des choses comme ça. On va regarder la ventilation. La ventilation, c'est super important. C'est le point le plus délicat. Et même en construction neuve, il y a plein de maisons qui sortent neuves, inconformes à cause de la ventilation. Et donc, voir s'il y a bien une extraction dans toutes les pièces humides. Salle de bain, pas oublier la cuisine, on l'oublie tout le temps. Salle de bain, cuisine, buanderie, WC. Et dans toutes les pièces sèches, une alimentation, qu'elle soit mécanique. Ça peut être, si on est dans une double flux, ça peut être des insufflations d'air ou bien alors des grilles dans les châssis. Et alors ça, c'est super important. C'est super important pour garder une maison saine et une qualité d'air saine pour les occupants aussi. Et alors en construction neuve, c'est une exigence. Une obligation, ouais. Dans le cas d'une habitation déjà en place, le fait de mettre... Donc, on n'a pas de ventilation dans les cuisines parce que ça ne se faisait pas des masses, en fait. On met des extracteurs, dans les toilettes. Ouais. Oui. Dans les salles de bain, oui. Si on n'en a pas, dans le cas d'une vieille maison, d'une vieille bâtisse, d'un vieil appartement, on peut mettre des grilles dans les fenêtres. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire par la suite parce que rajouter un extracteur... il faut carotter dans les murs, il faut un apport d'électricité, c'est parfois un peu plus compliqué. Changer un vitrage, c'est un peu plus simple ou pas? Je veux dire, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Ça dépend de la maison. Donc, dans tous les cas, il faut ventiler une maison, ça c'est sûr, mais ça dépend des maisons. Tout à l'heure, on parlait d'étanchéité. Imaginez, vous avez isolé et étanchifié toute votre maison. En fait, l'air extérieur ne rentre plus. Et donc, l'air intérieur, il est plus pollué que l'air extérieur. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. L'humidité reste, les champignons se développent. Et donc, des risques pour la santé et pour la maison. Les deux. Parce que oui, en fait, on parle de quoi? De pont thermique ou pas à ce moment-là? On ne parle pas de pont thermique. Non, ça, c'est vraiment encore un autre concept qui n'est pas du tout pris en compte dans la certification PEB. Mais non, ici, on va parler simplement d'une maison étanche et non ventilée, simplement. Et donc, le concept de base, c'est bien étanchifier sa maison et la ventiler, mais seulement quand c'est nécessaire. Et donc là, on va pas travailler seulement avec des simples extracteurs, mais on va travailler avec des doubles flux ou des simples flux qui vont réguler leur vitesse en fonction de la qualité d'air. Mais c'est un truc de fou. J'ai sur l'appli, donc j'en ai une chez moi, c'est une simple flux, une C+, on dit. Et on voit vraiment... quand il y a un pic d'odeur, un pic d'humidité ou un pic de CO2, parce que voilà, il y a trop de respiration, on cuit des aliments dans la pièce, etc. On voit vraiment la ventilation accélérée. Et donc, ça veut dire que quand il n'y a pas de polluants dans l'air, je ne sors pas de l'air chaud de ma maison pour rien. Ok, très intéressant. Donc, on faisait la fameuse liste. Donc, tu étais en cave, garder le manuel, parce que je pense qu'on a écarté le sujet. Tu gardes les manuels, tu vérifies donc tout ce qui est technique, chaudière, etc. C'est quoi la suite de la liste? Donc, rappelle-toi, je te demandais la liste des choses. Donc, tu rentres, tu dis bonjour, tu vérifies les mètres carrés au sol, tu vérifies les surfaces, tu vérifies les zones de déperdition. Après, tu étais en cave. Les systèmes, voilà. Ouais, donc la ventilation. Puis on va regarder au niveau des panneaux photovoltaïques aussi. Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, est-ce qu'on espère il y a la puissance crête dans la facture ou quelque part où on peut avoir l'information. Et donc tout ça,
On l'emmène à la maison, on regarde évidemment les preuves que le client a fournies et on commence l'encodage. Et donc là, en général, il y a encore, ça dépend des maisons, hein, je vais dire 1 heure, 2 heures de travail, mais il y a des maisons sur lesquelles j'ai passé énormément d'heures parce que parfois c'est très complexe. Et alors, en fait, on obtient, en encodant tout dans le logiciel, on obtient un résultat. Et alors, c'est là que l'optimiseur va parfois recontacter son client pour voir si on ne peut pas rajouter quelque chose ou s'il n'y a pas une information qui peut vraiment faire la différence. Parce que parfois, ça se joue de quelques chiffres, quoi. Quelques chiffres, ou parfois même, voilà, on n'a pas eu, le client n'était pas là pendant la visite, on n'a pas eu l'isolant dans la toiture, et ben c'est ça qui va faire toute la différence. Peut-être à 2 scores près. Ouais, c'est ça. Et alors, très important, on n'est pas obligé de le faire. Donc certains vont le faire, d'autres ne vont pas le faire. Les optimiseurs vont le faire. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça coûte en moyenne pour un appartement ou pour une maison, un certificat PEB de manière générale en Wallonie? Alors, en général, le prix, il faut compter entre 250 et 350 euros. Aujourd'hui, en tout cas. Dans 10 ans, je ne peux pas vous le dire si vous écoutez. Non, 2023. Hors TVA, TVA comprise? Tout compris, ouais. Donc TVA, TTC entre 250 et 350 euros. Déplacement compris. Mais voilà, c'est un prix général. Il y a des exceptions. Il y a des maisons qui peuvent être plus chères parce que voilà, elles demandent beaucoup plus de temps au niveau des mesures. Elles sont beaucoup plus complexes. Des grands volumes et tout ça. Voilà. Et après, mais franchement, pour un certificat PEB, il ne faut pas regarder au prix parce que quoi qu'il en soit, en fait, dès que vous allez dans la qualité, que vous aurez en fait un meilleur score, vous allez vendre votre maison plus cher. C'est quand même dommage de faire beaucoup de travaux pour ne pas les valoriser au niveau de la vente. Excellent. Bah, écoute Thibaut, tu nous as balancé pas mal de pépites, pas mal d'informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter auquel on n'a pas encore parlé? Des choses qui te semblent essentielles que tout un chacun doit absolument savoir. Tu parlais d'une anecdote tout à l'heure, j'en ai trouvé une en attendant. Donc je suis retourné, je ne vais pas préciser l'endroit parce que voilà, mais je suis retourné chez une cliente qui venait de faire un faire faire un certificat. Elle n'était pas contente, voilà, elle espérait mieux, elle n'a pas eu beaucoup d'explications et donc je viens pour vraiment optimiser mais sur base d'un certificat déjà fait. Et donc je visite sa maison et j'arrive dans la toiture, au niveau de la toiture, et je vois qu'il y a de l'isolant. Et en fait, ça n'avait pas été valorisé dans le certificat. Et la dame m'a dit, en fait, la dame précédente, elle n'est pas montée. Elle est jamais montée. Ah, ouais, ok. Et pourquoi elle n'est pas montée? Parce qu'elle a peur des araignées. Ah non. Donc, en fait, les araignées peuvent avoir un impact. Là, c'est le certificateur PEB ne s'est pas monté dans le grenier. Non, c'est quand même... donc, ça peut avoir un impact. La peur des araignées peut avoir un impact sur votre score. Donc, ça, il faut le savoir aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous dis d'être présent pendant la visite. Incroyable. Pour encourager le certificateur à monter là-haut, même si parfois c'est effrayant. Mais il est obligé de toute façon, le certificateur de monter, quoi qu'il arrive. D'aller en cave et de monter au grenier. En principe, il est obligé de faire chaque pièce à partir du moment où elles sont accessibles. Donc, si maintenant vous avez une cave plein d'eau, il peut faire une exception. D'accord, ok. Il pourrait faire une exception. Pas qu'il mette sa vie en péril non plus, quoi. Voilà, non plus. S'il y a des planchers qui tiennent pas au grenier, le mec, il va pas risquer sa vie et de se casser la gueule pour ça, quoi. Ah, moi, j'y vais, hein. Mais toi, t'es un player, on le sait, on l'a compris, Thibaut. En tout cas, si vous êtes encore là à nous regarder ou à nous écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, on envoie de la force, on en a besoin pour nous motiver à continuer à faire d'autres épisodes. Mettez 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si c'est sur YouTube, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez-nous en commentaire, posez-nous toutes vos questions, on se fera un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. Je mettrai les liens de Thibaut dans le bas des descriptions pour le retrouver. Il n'est pas très actif sur les réseaux, mais c'est pas grave, je mettrai quand même des informations pour que vous puissiez le retrouver. Je suis actif sur le terrain. Voilà, c'est ça le plus important, Thibaut. Pour clôturer cet épisode, en tout cas, encore une fois, un grand merci à toi pour avoir pris ton temps de venir, pour tous ces conseils précieux. J'espère en tout cas que ça va aider. En tout cas, moi, ça m'a donné personnellement beaucoup de pistes et je ferai attention à beaucoup plus de choses à l'avenir lorsque je ferai venir un certificateur. J'espère, normalement, ça devrait être toi en théorie. En théorie, si tu es disponible, parce que le mec, il est overbusy et tant mieux. Tu as beaucoup de travail, c'est parce que tu es bon, que tu as beaucoup de boulot et tant mieux. Thibaut, pour clôturer ce podcast, la parole, elle est à toi. Tu dis ce que tu as envie de dire, tu dis ce que tu veux. C'est comme si tu étais dans ton émission. Ça peut être des conseils, une série de conseils puissantes et pertinentes à laquelle les personnes qui écouteront ce podcast devront prendre des notes. Ça peut être une anecdote, ça peut être une expérience, ça peut être un moment de ta vie que tu n'as pas raconté mais que tu voulais raconter. Peu importe, tu dis ce que tu veux. La parole est à toi et après ça, on clôture cet épisode.
Donc ouais, ici, moi, j'avais une idée avant même de venir. C'est quelques astuces que je peux vous donner, qui sont en fait ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire c'est des choses hyper rentables qu'on peut faire chez soi à la maison, qu'on peut faire soi-même et qui peut nous faire économiser de l'énergie à nous ou à nos locataires au final. Hein. Un locataire qui paye moins de charges, c'est un locataire qui reste plus longtemps. Tout à fait. Alors, première astuce, c'est isoler ces tuyaux de chauffage, pas ceux qui sont dans la maison, mais ceux qui sont en cave. Alors là, on parle bien, écoutez bien, de 16 à 32 € économisés par an par mètre de tuyau. Wow. Donc, rien qu'en mettant un petit isolant de chez Brico à 2 €, en fait, vous avez gagné 16 à 32 €. C'est plus rentable que d'acheter notre maison. Hein. Intéressant, très puissant. On veut plus de conseils comme ça. Deuxième conseil, on a des panneaux réflecteurs. Brico Gamma, pour pas donner qu'une seule. Brico Gamma, Hubo, etc. Des panneaux réflecteurs, vous les mettez derrière les radiateurs. Et surtout si votre mur n'est pas isolé. Et en fait, ces panneaux vont réfléchir la chaleur du radiateur vers la maison au lieu que ça parte directement dans le mur. Et là, on parle de 5 à 10% d'économie. Waouh, ok. Donc pas mal pour les locataires aussi, ils seront contents de payer moins cher. Dernière astuce, et là je parle surtout en colocation. En colocation, quand on fait de la charge fixe, on espère que ces colocataires ne prennent pas une douche infinie. Voilà. Alors là, je vais parler plutôt d'Amazon. Amazon, 10 €, un réducteur de débit. Et donc, en fait, vous devez tester sur votre douche ce réducteur de débit. Il y a différentes dimensions. Mais en général, on a assez avec 8 litres par minute. Donc, en une minute, vous allez avoir 8 litres d'eau qui sort de votre douche. Okay. Alors, en général, sur un pommeau dit économique, on est sur 10 litres. Donc, je l'ai fait chez moi. Donc, on gagne 2 litres chaque minute. À chaque minute. C'est énorme en soi. Parce qu'une colocation, il y a 4-5 personnes, c'est ça. 5 personnes dans la maison donc par jour, sur des douches de 10 minutes. Hein, on va dire, voilà, énorme, tout le monde y va à l'aise. On fait des économies énormes. Et donc, pas juste d'eau, mais d'eau chaude, donc de gaz. Intéressant. Et des minuteurs aussi sur les chaudières, enfin sur les chauffe-eau, etc. Ah ouais, ça aussi. Donc, si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, donc ça déjà, c'est un peu déconseillé. Il ne faut pas trop faire ça. Mais voilà, s'il est là, l'isoler, s'il est en cave, mettre un isolant autour et un minuteur, par exemple, qui l'éteint simplement la nuit. Et là aussi, on va faire des très grosses économies d'énergie. Et derrière une porte qui donne vers un grenier ou vers une cave, si on vient coller un panneau isolant, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Il faut le faire, et ça, c'est aussi un truc qu'on oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps, c'est l'isolation de la cage d'escalier. Donc, quand on a isolé toute sa maison, c'est bien d'isoler aussi la cage d'escalier qui va vers la cave. Thibaut, merci pour tous ces conseils précieux. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans le prochain épisode. Merci et à bientôt.